Hello les belles âmes, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un super pouvoir qu'on a tous, mais qu'on n'a jamais appris à utiliser correctement. Lire l'esprit des gens. Pas au sens mystique ou magique, mais dans la vraie vie. Lire entre les mots, les gestes, les silences. Parce que, soyons clairs, les gens ne disent jamais exactement ce qu'ils pensent. Non. Et parfois, derrière un sourire poli, il y a du mépris. Derrière un compliment, il y a une pique. Derrière un silence, il y a une stratégie. Et si tu ne sais pas décoder ça, tu te fais embarquer dans des dynamiques toxiques sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, on va donc apprendre à reconnaître ces signaux pour ne plus jamais te laisser manipuler par ce qui est dit ou par ce qui n'est pas dit. Parce que voilà le truc, les mots sont des masques. Un je rigole peut cacher un mépris profond. Un je suis content pour toi peut résonner comme une jalousie mal digérée. Et un simple regard peut te détruire plus sûrement qu'un discours entier. Alors la promesse est simple. À la fin de cette vidéo, tu sauras lire derrière les mots et les gestes. Tu auras un radar plus affûté et tu ne te feras plus avoir par la toxicité déguisée en gentillesse. Bienvenue sur ma chaîne Le Chemin des âmes. Mon rôle est de vous aider à vous libérer de la toxicité. Et c'est grâce au soutien de cette communauté que je peux continuer à créer du contenu de qualité. Imagine un dîner entre amis. Tout le monde rigole, les verres s'entrechoquent, la conversation fuse. Tu racontes une anecdote, tu te lâches, tu partages un moment où tu t'es senti un peu ridicule. Et là, une personne balance: ah mais toi, de toute façon, t'exagères toujours. On ne peut jamais te prendre au sérieux. Tout le monde éclate de rire. Toi aussi, un peu par réflexe, parce que si tu ne ris pas, tu passes pour celui qui n'a pas d'humour. Mais en dedans, ça pique, parce que ce n'est pas la première fois. Et que, bon, bizarrement, ça tombe toujours sur toi. Tu rentres chez toi et au lieu de te souvenir des rires et des moments complices, tu rumines cette phrase. Tu te demandes si, au fond, elle n'avait pas raison. Tu rejoues la scène encore et encore. Ce qui reste, ce n'est pas le plaisir du moment, c'est une petite morsure invisible. Voilà le poison subtil, celui qui ne se voit pas, qui passe pour une blague mais qui t'installe un doute. Et c'est là que tout commence. Si tu n'apprends pas à lire ce qui se cache derrière ces phrases, tu finis par douter de toi, pas d'eux. Il y a un truc fascinant avec les gens. Ils croient qu'ils peuvent contrôler ce qu'ils disent. Et c'est vrai, les mots, ça se choisit, ça se travaille. Mais le corps, lui, parle tout seul. Et souvent, il hurle pendant que la bouche essaie de convaincre. Tu vois le collègue qui dit « non, je ne suis pas stressé », mais qui tape du pied comme une mitraillette. Ou la personne qui t'assure « je suis content pour toi » avec un sourire crispé, digne d'une pub pour dentifrice périmé. Ton cerveau conscient entend les mots, mais ton instinct, lui, capte autre chose. Et crois-moi, c'est ton instinct qui a raison. J'ai un souvenir d'un dîner où un ami me dit « Bien sûr, je suis ravi de ton projet ». Les mots étaient nickel, mais ses bras, croisés serrés comme s'il s'auto-enfermait, ses épaules rentrées, et surtout ses yeux, pas sur moi mais sur son assiette. C'était comme dire « Je suis ravi, mais surtout ravi ». Que ça ne marche pas trop pour toi. Alors oui, c'est subtil, mais une fois que tu commences à observer, tu ne peux plus désapprendre à voir. C'est comme découvrir les sous-titres cachés d'un film. Les chercheurs en communication disent que plus de la moitié de nos messages passent par le non-verbal, plus que par les mots. Ça veut dire quoi? Que quelqu'un peut jurer qu'il t'adore. Mais si ces gestes racontent autre chose, devine qui dit la vérité? Spoiler, pas la bouche. Et là, attention, il ne s'agit pas de devenir un inspecteur Colombo du dimanche. Ce n'est pas parce que quelqu'un croise les bras qu'il te déteste. Peut-être qu'il a juste froid. Mais quand les gestes contredisent clairement les mots, c'est là qu'il faut tendre l'oreille, enfin, les yeux. Parce que le corps est un mauvais menteur et les manipulateurs, même les plus habiles, finissent toujours par se trahir. Conseil sincère. La prochaine fois que tu ressens un malaise, ne te force pas à croire les mots. Demande-toi, qu'est-ce que je vois? Bras fermés, regard fuyant, sourire forcé. Écoute ton instinct. Il a souvent 10 minutes d'avance sur ton cerveau rationnel. Et dans la jungle des relations humaines, c'est un super pouvoir. On a tous déjà entendu ce genre de phrase. Franchement, je ne pensais pas que tu y arriverais, mais bravo. Pour une fois, tu n'es pas en retard. Tu es super organisé, comparé à d'habitude.
Sur le papier, ça ressemble à un compliment. Mais dans ton ventre, ça résonne autrement. Tu sens une petite piqûre, un truc désagréable, et tu te dis « Pourquoi je me sens mal alors qu'on vient de me féliciter ?» C'est simple, ce n'est pas vraiment un compliment, c'est une critique déguisée. Et la subtilité, c'est qu'elle passe sous le radar. Tu ne peux pas vraiment répondre « ça me blesse », parce qu'en face, on te dira « mais attends, je viens de te dire bravo, tu ne vas pas mal le prendre quand même ». Résultat, tu passes pour l'ingrat, le susceptible. Double peine. J'ai un souvenir très net d'un ancien collègue, un type brillant mais qui avait le don de balancer ce genre de phrases. Un jour, après une grosse présentation que j'avais bossé comme un malade, il me lâche. « Eh bien dis donc, je ne pensais pas que tu pouvais être aussi clair. » Tout le monde a rigolé. Moi, j'ai souri, mais à l'intérieur, j'étais furax. Parce qu'en une phrase, il m'avait à la fois félicité et humilié. Comme si, d'habitude, j'étais confus, pas crédible. Et évidemment, je ne pouvais rien dire, sinon j'avais l'air parano. C'est exactement ça, le compliment qui pique. Un coup de canif bien placé, mais emballé dans du joli papier cadeau. Les psychologues appellent ça parfois le back-handed compliment, le compliment à revers. Et il y a une raison à ça, c'est une technique sociale qui permet d'affirmer sa supériorité sans passer pour méchant. Celui qui l'utilise garde l'image du type drôle ou bienveillant. Et toi, tu repars avec le malaise. En gros, c'est comme si on te donnait une glace parfum vanille, mais qu'on avait craché dedans avant. Pourquoi ça fait si mal? Parce que le compliment touche directement à ton identité. Un vrai compliment, ça nourrit, ça t'élève. Mais un faux compliment, ça t'empoisonne doucement. Ça te fait croire que tu devrais être reconnaissant, alors qu'en réalité, tu viens d'être rabaissé. Et à force, ça entame ton estime de toi. Et là, soyons clairs. Dans un cadre toxique, ça devient une arme régulière. Si tu entends ce genre de phrase tous les jours, tu finis par intégrer que tu n'es jamais vraiment assez, toujours un peu en retard, toujours un peu pas clair, toujours surprenant quand tu réussis quelque chose. Bref, jamais pleinement valable. Un exemple concret, imagine une relation amoureuse où ton partenaire te dit régulièrement « tu es magnifique » quand tu fais un effort, ou « tu es tellement sympa quand tu n'es pas fatigué ». Tu crois recevoir une preuve d'amour, mais en réalité, on te conditionne à croire que tu n'as de valeur que dans certaines conditions fixées par l'autre, évidemment. Et c'est comme ça que tu perds pied. Alors, que faire quand tu reçois ce genre de compliments empoisonnés? La première étape, c'est de l'identifier, mettre un mot dessus. Tu dois apprendre à reconnaître que ce n'est pas toi qui es trop sensible, c'est la phrase qui est tordue. La deuxième, c'est de décider comment tu réagis. Tu peux choisir de l'ignorer, ou si tu te sens prêt, de répondre avec un petit sourire ironique « Merci, je crois ». Rien de violent, mais assez pour faire comprendre que tu n'es pas dupe. Et surtout, retiens bien ça, un vrai compliment te fait grandir. Si tu ressens le contraire, ce n'est pas un cadeau, c'est une manipulation. Conseil sincère. La prochaine fois qu'un compliment te laisse un goût amer, écris-le tel quel, noir sur blanc. Relis-le, tu verras tout de suite qu'il n'était pas neutre. Ça t'aidera à ne plus douter de toi. Parce qu'au fond, un vrai compliment, tu le sens. Et tout ce qui te rabaisse n'a pas sa place dans ta vie. Ah, le fameux « mais détends-toi, c'était une blague ». On devrait en faire une chanson. Parce que si je touchais 1 euro à chaque fois qu'on m'a balancé cette excuse, tu connais le scénario. Tu es dans une soirée, tu racontes un truc et quelqu'un balance une vanne sur toi. Tout le monde rigole. Et toi, tu souris, mais ça pique. Alors tu oses dire « ouais, mais c'était un peu vexant quand même ». Et là, paf. Mais enfin, arrête, je rigole. T'as pas d'humour ou quoi ? Traduction. Non seulement on t'a rabaissé, mais en plus, tu passes pour le rabat-joie. Double combo. J'ai un exemple parfait. Un pote au lycée. Toujours le roi de la vanne. Il avait ce talent pour trouver la petite faille chez chacun. Ta coupe de cheveux, ton accent, tes fringues, rien ne lui échappait. Tout le monde rigolait et il passait pour le mec cool. Sauf que, derrière les rires, il y avait toujours une victime silencieuse. Une personne qui rentrait chez elle avec ce petit goût amer de ne jamais être assez bien. C'est ça, l'humour qui rabaisse. Ce n'est pas une blague, c'est un coup déguisé en blague. C'est comme offrir une tarte, mais dans la figure. Et attention, je ne parle pas de l'humour complice, celui qui unit, celui qui fait qu'on se chambre entre amis et qu'on rigole vraiment ensemble. Non, je parle de cet humour asymétrique, celui où l'un rit fort et l'autre encaisse en silence. La différence est simple, si tout le monde rit, c'est drôle. Si une seule personne rit, c'est cruel.
Pourquoi ça marche si bien? Parce que socialement, l'humour est protégé. Personne n'ose attaquer le rigolo. Si tu le fais, tu passes pour coincé. Alors beaucoup se taisent, encaissent et finissent par croire qu'ils n'ont pas d'humour. Alors qu'en vrai, ils ont juste un bon radar pour détecter le mépris. Derrière tout ça, il y a une stratégie. Les gens toxiques utilisent l'humour comme un bouclier. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, puis se cacher derrière, mais c'était pour rire. Résultat, toi, tu doutes. Tu ne sais plus si tu dois rire, pleurer ou changer de coupe de cheveux. La vérité, c'est que l'humour n'excuse pas tout. Une blague répétée sur la même faille n'est plus une blague, c'est une habitude. Et une habitude, ça devient une manière de te maintenir plus bas. Conseil sincère, la prochaine fois que quelqu'un te sort une blague qui fait mal, observe ta réaction intérieure. Si tu sens que ça pique, alors c'est que ce n'est pas drôle. Et tu as le droit de le dire, sans hurler, sans te justifier. Un simple « Ok, mais perso, je ne trouve pas ça drôle ». Tu verras, ça casse le bouclier et ça rappelle une vérité simple. L'humour, ce n'est pas censé blesser. Il existe une arme redoutable que beaucoup sous-estiment. On parle souvent des insultes, des cris, des mots blessants. Mais le silence, c'est une autre catégorie. C'est l'attaque invisible. Et souvent, elle fait encore plus mal parce que tu ne peux pas la pointer du doigt. Imagine. Tu oses dire ce que tu ressens, tu te livres, tu mets un peu de ton cœur sur la table, et en face, rien, pas un mot, pas un regard, le vide, comme si ce que tu venais d'exprimer n'existait pas. C'est ça, le silence qui punit. J'ai le souvenir d'une relation amoureuse où à chaque dispute, la personne ne criait pas. Elle faisait mieux, elle se taisait. 3 jours sans un mot. 3 jours où je me retrouvais à tourner en rond, à me demander ce que j'avais fait, à culpabiliser. Et quand enfin elle reparlait, ce n'était pas pour régler le problème. C'était comme si rien ne s'était passé. Et moi, j'avais appris la leçon. Ferme-la, sinon tu seras puni par le vide. Le pire avec le silence, c'est qu'il laisse tout l'espace au doute. Tu te rejoues 1000 fois la scène dans ta tête. Tu cherches ce que tu as dit de travers. Tu t'accuses toi-même et voilà comment, petit à petit, tu deviens ton propre bourreau. Les psychologues appellent ça parfois le traitement du silence. Une forme de manipulation qui consiste à ignorer l'autre pour reprendre le pouvoir. Parce que celui qui parle est vulnérable. Celui qui se tait, lui, contrôle. Il décide quand la communication reprend, il fixe les règles sans avoir besoin d'un mot, et socialement, c'est génial pour lui. Il n'a pas rien dit de mal. Techniquement, il est innocent. Mais toi, tu portes tout le poids. Tu ressens l'abandon, le rejet, le mépris, tout ça sans une seule insulte. Le silence punit, mais il isole aussi. C'est comme être enfermé dans une pièce sans porte ni fenêtre. Tu cries, et le son s'écrase contre les murs. Tu finis par croire que ta voix ne compte pas. Et c'est là que ça devient toxique quand tu en viens à t'auto-censurer pour éviter ce mur de silence. Tu n'oses plus exprimer ce que tu ressens par peur du vide qui va suivre. Et à partir de ce moment-là, tu n'es plus vraiment toi. Tu deviens une version réduite de toi-même, calibrée pour ne pas déranger. Conseil sincère, si tu reconnais ce schéma, rappelle-toi d'une chose simple. Ton émotion est légitime, même si personne ne l'accueille. Le silence de l'autre ne veut pas dire que tu as tort. Ça veut juste dire qu'il choisit de ne pas écouter. Et ça, c'est son problème, pas le tien. Alors, la prochaine fois que tu fais face à ce vide, répète-toi, ce que je ressens existe, même si tu refuses de l'entendre. C'est la première brique pour reconstruire ta voix. Le yo-yo émotionnel, c'est l'art de passer du chaud au froid en un claquement de doigts. Un jour, on t'adore. Le lendemain, tu es trop sensible, pas assez ceci, trop cela. Et toi, tu ne comprends plus rien. Tu passes ton temps à marcher sur des œufs dans l'espoir de tomber sur la bonne version de la personne. C'est exactement comme les montagnes russes. Le problème, ce n'est pas la montée, ce n'est pas la descente, c'est l'alternance. Ce sentiment que tu ne maîtrises rien, que tu subis. Et bizarrement, ça rend accro, parce que chaque moment de tendresse devient une récompense et chaque pic devient une punition. J'ai connu ça de près avec une relation où le contraste était violent. Le matin, câlin, sourire, projet d'avenir. L'après-midi, reproche, froideur et cette phrase qui tombe comme un couperet « Tu ne comprends jamais rien ». Le grand 8 émotionnel. Et tu sais quoi? Je m'accrochais encore plus fort. Comme si je pensais, la prochaine montée, elle sera encore plus belle. Et là, il faut être honnête, c'est notre cerveau qui nous piège. Les psychologues parlent de renforcement intermittent. C'est le même mécanisme que dans les casinos. Tu perds,
tu perds, et soudain, jackpot. Et ce petit gain te donne envie de rejouer. Dans une relation toxique, c'est pareil. Tu souffres, et puis tu as un petit moment de douceur, et tu continues, parce que tu attends la prochaine récompense. Mais soyons clairs, ce n'est pas de l'amour, c'est une dépendance. C'est ton système nerveux qui s'habitue aux secousses et qui finit par confondre intensité avec passion, le frisson du manège avec la chaleur de l'amour. Sauf qu'il y a une différence énorme. Dans un vrai manège, tu sais que tu peux descendre quand tu veux. Dans une relation toxique, tu crois que tu n'as pas le choix. Alors tu développes des stratégies ridicules pour éviter les descentes. Tu fais attention à chaque mot, tu prévois chaque réaction, tu deviens ton propre flic émotionnel. Tu crois que si tu fais tout parfaitement, la personne restera stable. Spoiler, non, parce que ce n'est pas toi le problème. Le problème, c'est le manège en lui-même. Et la vérité, c'est que dans une relation saine, il n'y a pas ce suspense permanent. Tu sais à quoi t'attendre. Tu peux te reposer. Tu n'as pas besoin de deviner si l'autre sera tendre ou glacial demain. C'est ça, la constance. Et crois-moi, ce n'est pas ennuyeux. C'est apaisant. Et après un yo-yo émotionnel, l'apaisement, c'est du luxe. Conseil sincère, si tu te reconnais dans ce schéma, commence par l'appeler par son vrai nom. Ce n'est pas de la passion, ce n'est pas de l'amour fou, c'est du renforcement intermittent. Et le premier pas pour sortir d'un cycle, c'est de le voir clairement. La prochaine fois que tu sens la chute arriver, dis-toi « Ok, voilà le manège, mais cette fois, je sais qu'il existe, et je n'ai pas signé pour un abonnement à vie. » On sous-estime la puissance d'un regard. Sérieusement, une phrase blessante, tu peux toujours la discuter. Mais un regard, tu ne peux rien répondre. Tu ne peux pas dire « Excuse-moi, mais ton œil vient de me juger violemment. » Ça ne passe pas. Du coup, tu prends le coup en plein visage et tu te tais. Tu connais ça, tu parles avec enthousiasme, tu racontes une idée et en face, quelqu'un lève subtilement les yeux au ciel. Pas un mot, juste ce mouvement. Et toi, tu te ratatines. Parce que ce geste-là dit ton idée est nulle, mais sans jamais avoir été formulée. Bref, c'est le jugement muet, mais qui fait l'effet d'un klaxon en pleine nuit. Je me souviens d'un prof à la fac. Il avait cette spécialité. Quand un étudiant posait une question qu'il jugeait bête, il ne répondait pas, il levait les sourcils. Rien que ça. Et toute la salle comprenait le message. Quelle perte de temps. Résultat, plus personne n'osait poser de questions. Et ce prof avait réussi, sans un mot, à instaurer la peur et la honte. Voilà ce que font les regards assassins. Ils coupent l'élan, ils tuent la confiance, ils plantent un doute, et parfois, ils marquent plus profondément qu'un discours entier. Et c'est encore plus vicieux dans une relation proche, parce qu'un mot, tu peux le contredire. Mais un regard, tu le ressens dans ton corps. C'est une petite brûlure invisible. Et à force d'encaisser ces mini-brûlures, tu finis carbonisé de l'intérieur. Les psychologues parlent parfois de communication non verbale disqualifiante. Ça veut dire que, sans rien dire, quelqu'un peut invalider ce que tu exprimes. Et crois-moi, dans une relation toxique, c'est un outil redoutable, parce que tu ne peux jamais le prouver. Tu passes pour fou si tu oses en parler. Mais voilà la vérité, ces regards parlent rarement de toi, ils parlent de l'autre, de son mépris, de son insécurité, de son besoin de rabaisser. Toi, tu es juste l'écran sur lequel il projette son film intérieur. Conseil sincère, la prochaine fois que tu te prends un regard assassin, respire et dis-toi cette phrase « Ce geste parle de toi, pas de moi ». Ça peut paraître bête, mais ça crée une distance. Et cette distance, c'est ton bouclier. Parce que oui, un regard peut faire mal, mais il ne doit jamais décider de ta valeur. Il y a des gestes minuscules qui détruisent plus sûrement que les grandes disputes. Pas besoin de cris, pas besoin de coups bas-verbaux. Juste une main qui t'interrompt, un téléphone posé sur la table pendant que tu parles, ou ce petit distrait qui dit en gros « Ton récit m'ennuie à mourir ». C'est ça, les gestes qui effacent. Des actions banales, mais répétées, qui finissent par t'envoyer un message clair. Tu n'as pas d'importance. Je me rappelle d'un dîner où je racontais une anecdote. Rien de dingue, juste une histoire sympa. Et au milieu de ma phrase, la personne en face sort son téléphone et commence à scroller. Pas un mot. À ce moment précis, je me suis senti comme une pub YouTube qu'on skip après 5 secondes. Invisible.
Et le pire, c'est que ces gestes, on a du mal à les pointer. Parce que si tu oses dire « ça me blesse quand tu fais ça », on te répond « mais enfin, j'ai juste regardé un truc 2 secondes, ne dramatise pas ». Voilà le piège, ce n'est rien. Mais ce rien répété devient énorme. Dans une relation toxique, c'est encore plus vicieux, parce que ces micro-gestes deviennent la norme. On te coupe quand tu parles, on oublie systématiquement ce que tu as demandé, on ne lève pas les yeux quand tu entres dans la pièce. Et toi, tu finis par croire que c'est normal. Tu t'adaptes, tu parles moins, tu demandes moins, bref, tu te réduis. Les chercheurs appellent ça parfois des micro-invalidations. Ça n'a pas l'air grand-chose, mais accumulé, ça détruit la confiance en soi. C'est comme une goutte d'eau qui tombe toujours au même endroit. Une fois, tu t'en fiches. 10 fois, tu hausses les épaules. 1000 fois, tu es érodé. Certains ont un talent incroyable pour ces gestes. Mais au fond, voilà la vérité. Ce n'est pas toi qui es trop exigeant. C'est eux qui ne savent pas respecter. Parce que dans une relation saine, même un geste banal transmet un message. Tu comptes. On t'écoute, on te regarde, on te valide. Et crois-moi, ça change tout. Conseil sincère, la prochaine fois que tu sens qu'on t'efface par un geste, rappelle-toi, ta parole a de la valeur, même si l'autre ne l'écoute pas, et tu as le droit de poser une limite simple. Je vais finir quand tu seras dispo pour écouter. Ça peut sembler petit, mais c'est un acte énorme, parce que c'est toi qui choisis de ne plus disparaître. On parle beaucoup de lire les autres à travers leurs mots, leurs gestes, leurs silences. Mais au fond, le meilleur détecteur, tu l'as déjà en toi. Il s'appelle ton intuition et il te parle plus souvent que tu ne le crois. Tu sais ce petit nœud dans le ventre quand quelqu'un te dit « mais si, fais-moi confiance » et que bizarrement, tu n'arrives pas à te détendre. Ou ce moment où tout le monde trouve une personne charmante. Sauf toi, tu ne sais pas l'expliquer, mais tu sens que quelque chose cloche. Voilà ton radar. Le problème, c'est qu'on nous a appris à ne pas l'écouter. Depuis gamin, on nous dit « ne sois pas parano, tu exagères, donne-lui une chance ». Résultat, on met notre instinct sur mute et on finit par croire que les autres savent mieux que nous ce qu'on ressent. Spoiler, non. Je me rappelle d'une histoire qui illustre ça parfaitement. Une amie sortait avec un mec que tout le monde trouvait génial, charmant, drôle, attentionné, le gendre idéal. Mais à chaque fois qu'elle était seule avec lui, elle sentait une tension. Rien de visible, rien de prouvable. Juste cette impression qu'elle devait faire attention à tout ce qu'elle disait. Elle avait l'impression d'étouffer. Elle se disait « je suis sûrement trop sensible ». Sauf que quelques mois plus tard, il a montré son vrai visage. Jalousie maladive, critique incessante, isolement. Son radar avait eu raison dès le départ, mais elle avait appris à le taire. Ton corps capte des signaux faibles que ton cerveau met du temps à analyser. Les micro-expressions, les décalages de ton, les gestes inconscients. Et comme ton mental adore rationaliser, il trouve toujours une excuse. Mais ton radar, lui, il ne ment pas. Si ton intuition te dit de fuir, ce n'est pas parce que tu es fou. C'est peut-être parce que l'autre agit comme un personnage louche dans une série Netflix. Pourquoi on s'entête à douter dans la vraie vie ? La vérité, c'est que ton intuition est ton meilleur allié pour reconnaître la toxicité, parce que c'est la seule boussole qui n'a pas besoin de preuves. Elle ressent, elle capte, elle sait. Le vrai travail, ce n'est pas de la développer, elle est déjà là. Le vrai travail, c'est de lui faire confiance. Conseil sincère, à chaque fois que tu ressens ce malaise, ne l'étouffe pas. Mets-le en mots, même simple, je ne le sens pas, ça sonne faux. Écris-le, dis-le, mais surtout, prends-le au sérieux. Plus tu honores cette petite voix, plus elle devient forte. Et un jour, tu n'auras même plus besoin d'analyser, tu sauras. Et tu choisiras plus vite de t'éloigner du poison. Il y a un moment où tout bascule. C'est quand tu arrêtes de croire les mots au pied de la lettre. Quand tu cesses de te demander « est-ce que c'est moi le problème ?» et que, pour la première fois, tu vois clairement ce qui se cache derrière. Imagine que tu enfiles une paire de lunettes spéciales. Pas des lunettes de soleil, pas des lunettes de vue, non, des lunettes de vérité. Avec elles, chaque mot, chaque geste, chaque silence prend sa vraie couleur. Tu entends ? Je rigole. Et avec les lunettes, tu vois la phrase te transpercer en rouge vif. Tu entends « je suis ravi pour toi ». Et les lunettes révèlent ce petit nuage noir de jalousie derrière. Tu croises un regard et soudain, tu vois la flèche invisible qu'il te lançait depuis des années. Tout est là, clair, net, évident, et tu comprends que tu n'étais pas fou, que ton malaise avait du sens, que ton intuition, tes doutes, tes blessures
n'était pas dans ta tête, c'était la réalité. Et dans cet instant, quelque chose change. Ce n'est plus toi qui doutes de toi, c'est toi qui observes l'autre. Tu passes du rôle de cible au rôle de témoin. Et crois-moi, c'est une libération immense. Parce que dès que tu vois le masque, il ne fonctionne plus. Le regard assassin devient ridicule. Le compliment empoisonné perd son pouvoir. Le silence punitif devient un aveu de faiblesse. Tout se renverse. Tu réalises que la toxicité ne dit rien de ta valeur, elle dit tout de l'autre. Et toi, tu reprends ton espace, tu respires plus grand, tu relèves la tête. Et pour la première fois depuis longtemps, tu te sens intouchable. Alors, qu'est-ce qu'on garde de tout ça? D'abord, que les mots ne sont jamais toute la vérité. Ils peuvent flatter, mais aussi piquer. Ils peuvent apparaître gentils, tout en cachant du venin. Ensuite, que le corps, lui, ne ment pas. Les gestes, les regards, les silences révèlent ce que la bouche essaie d'enfouir. On a vu ces compliments empoisonnés qui te félicitent d'une main et te giflent de l'autre. On a vu l'humour qui ne fait pas rire, mais qui rabaisse. On a vu les silences qui te punissent, les montagnes russes émotionnelles qui t'essorent, les regards qui assassinent sans un mot, les petits gestes qui t'effacent. Et au-dessus de tout ça, ton intuition, ce radar intérieur que tu as trop souvent étouffé, mais qui est ton meilleur allié pour détecter la toxicité. Et puis, il y a ce basculement, ce moment où tu mets les lunettes de vérité, où tu comprends que ce n'est pas toi qui inventes, ce n'est pas toi qui es trop sensible. Tu vois enfin que ces signaux existent, qu'ils parlent de l'autre, pas de toi. Et dans ce moment, tu reprends ton pouvoir. Quand tu apprends à lire l'esprit des gens, tu arrêtes de douter du tien. Et ça, c'est une libération. Parce que la toxicité n'a plus de prise sur toi quand tu la vois venir. Elle perd son mystère, elle perd son pouvoir. Et toi, tu avances, plus clair, plus solide. Si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnu dans ces exemples, partage ton expérience en commentaire. Parce que chaque témoignage peut aider quelqu'un d'autre à ouvrir les yeux. Abonne-toi aussi si tu veux continuer ce chemin avec moi. On avance ensemble, vidéo après vidéo, pour se libérer de ces dynamiques toxiques.